Bon, bonjour à tous et bienvenue dans cette plateforme d'échange au sujet des toiles économiques et plus particulièrement les toiles alimentaires. On va avoir dans un premier temps une présentation de qu'est-ce qu'une toile. Dans un second temps, une présentation de l'agence d'urbanisme du Havre de qu'est-ce qu'une toile, de leur toile alimentaire. Et enfin, en troisième présentation, on aura la toile des activités connexes au Champagne qui sera présentée par Jérôme de l'agence de. Alors, j'admets juste encore des quelques arrivants et je vais partager la présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, du coup, la présentation? J'en profite pour dire bonjour, du coup, aux nouveaux arrivants. Comme je disais, ordre du jour, l'outil toile dans un premier temps, deuxième temps, la toile alimentaire du Havre, et enfin la toile des activités connexes au Champagne, et enfin des échanges plus libres sur la fin. Et en effet, entre chaque présentation, il y aura les questions-réponses et des échanges. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour poser vos questions au fur et à mesure des présentations. Et au moment des échanges, on vous laissera également la parole pour intervenir si vous le souhaitez à l'oral. Jérôme, sans plus attendre, je te laisse la main pour présenter l'outil toile. Alors, on va commencer par une présentation très courte de ce que c'est que l'outil toile, la méthodologie toile globalement. Mais le cœur du sujet, on va y passer beaucoup de temps, c'est la toile alimentaire. Comme le disait Lara, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser des questions si ça n'est pas clair. C'est vrai que ça se veut plus une plateforme d'échange qu'un webinaire, on y reviendra. Alors, l'outil toile, c'est quoi ? L'outil toile, si on devait le résumer en une phrase, c'est la représentation graphique des principaux échanges et relations entre les entreprises relevant d'une filière donnée sur un territoire donné. Voilà. Alors évidemment, après, on aura des exemples de ce que ça donne concrètement une fois qu'on a réalisé une toile. Mais si on doit la résumer en une phrase, on le résumerait comme ça. À quoi ça sert? Tout de suite, la question la plus importante, à quoi ça sert globalement une toile et l'ensemble des toiles, on y reviendra, qui ont été construites en France et qui sont portées par les agences d'urbanisme? C'est un support qui globalement va permettre de construire l'avenir économique d'un territoire sur des sujets très différents d'un territoire et d'une filière à l'autre. Cette toile, et ça peut poser une difficulté, mais là aussi on y reviendra, en tout cas je vais l'expliciter un peu plus précisément, c'est qu'une toile, ça peut potentiellement s'adresser à tous les acteurs de la vie économique. Alors pourquoi je dis que ça peut poser une difficulté? C'est tout simplement que, vous l'avez compris, quand on dessine une toile, c'est en fait on dessine, on met sur un support, alors soit papier où on peut imprimer, ou soit un support numérique, mais on va représenter à un endroit donné l'ensemble d'un écosystème. Si ça implique une chose, c'est qu'il faut pouvoir cibler, parce que aller dessiner l'ensemble de l'écosystème sans avoir forcément de direction au départ, c'est compliqué parce qu'on risque de se perdre. Le fait que ça puisse s'adresser à tous les acteurs de la vie économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des enjeux, on va avoir beaucoup d'enjeux qui vous êtes cités sur les toiles, à quoi ça peut me servir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, on y reviendra aussi dans la méthodologie toile, c'est de pouvoir, en premier lieu, cibler les attentes communes, je dirais, à l'ensemble de ces acteurs. Maintenant, si on déroule, si on détaille un peu, ça peut s'adresser par exemple aux élus. Parce qu'une toile, ça va servir aux élus à identifier des points de fragilité d'écosystème. Si on prend l'exemple des toiles industrielles, évidemment, on a tous en tête l'actualité avec les problèmes de dépendance vis-à-vis des autres pays, d'approvisionnement, avec la crise ukrainienne et russe.
Voilà, une toile, ça va permettre d'identifier, par exemple, les points névralgiques d'une filière. Et par exemple, si je vois que tous les approvisionnements de ma filière à 80% viennent de tel pays ou de telle entreprise ou passent par tel centre logistique, ça constitue un point névralgique et potentiellement un point de fragilité si ce point-là vient avoir des difficultés. Mais ça permet aussi, de façon plus positive, d'essayer de trouver des points de synergie. Ça permet d'anticiper les impacts des crises économiques en rapport avec ce que j'ai dit précédemment. Si on a un gros donneur d'ordre dont on pressent la défaillance, on arrive à suivre, puisqu'une toile, vous arrivez à suivre tous les impacts. Ça permet aussi d'anticiper les défaillances, même chose, hein, les impacts des défaillances d'entreprise. Ça peut s'adresser aussi à un deuxième type d'acteurs, c'est les investisseurs. Parce que, vous l'avez compris, on dessine l'ensemble de l'écosystème. Si vous voulez en faire de la communication, après, vous pouvez présenter ça aux investisseurs potentiels qui peuvent venir sur votre territoire et ça leur permet, j'allais dire en un clin d'œil, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est quand même complexe, mais ça leur permet rapidement d'identifier l'ensemble de leurs clients, fournisseurs ou sous-traitants potentiels. Ça peut s'adresser aussi quelque chose auquel on ne pense pas forcément, au service public de l'emploi. Parce que ça va leur servir pour leur outil d'analyse des compétences territoriales, qui fait quoi et où exactement, et où est-ce qu'on peut aller emmener des demandeurs d'emploi à former. Ça peut servir aussi, alors ce qu'on a appelé, j'allais dire pompeusement, les experts, pompeusement, parce qu'en fait, les experts, c'est nous, en fait, ce sont des gens qui travaillent techniquement sur les sujets. Quand il s'agit de faire des outils de prospective sur des scénarios d'avenir économique du territoire, c'est quand même plus facile quand on sait exactement quand on sait plus précisément comment fonctionne le territoire. Quand on a réussi à ouvrir le capot d'une filière pour voir comment ça fonctionnait, on obtient forcément des résultats beaucoup plus précis en termes de prospective. Et puis, en dernier lieu, évidemment, ça sert aussi aux entreprises qui sont déjà implantées sur le territoire. Par exemple, et peut-être notamment, ça leur permet d'identifier des nouvelles solutions pour optimiser leur process. Parce qu'on voit bien quand on construit une toile, nous on le fait sur le Champagne actuellement, les entreprises connaissent leurs fournisseurs, connaissent leurs clients. À la limite, elles sauraient dessiner une petite partie de la toile, mais même si ça fait 30 ans qu'elles travaillent sur le sujet, elles n'ont pas la connaissance totale. Et donc, rien que le fait de représenter graphiquement l'ensemble d'un écosystème, ça va leur permettre de s'apercevoir que tiens, un tel travaille de cette façon, mais moi je pourrais faire une chose. Ou on fait exactement la même chose, qu'on ne pourrait pas mettre en commun des approvisionnements. Enfin, voilà, c'est dans ce type d'esprit. Donc, ça peut s'adresser à tous les acteurs de la vie économique. Encore, on ne les a pas tous cités là. Vous pouvez aussi, je sais qu'il y a des toiles qui sont utilisées dans des établissements de formation, notamment je crois que la toile agricole et alimentaire de Dunkerque est utilisée dans des établissements, dans des lycées agricoles et donc dans des établissements comme support de formation. Et pour resituer peut-être l'élément de contexte de la création de cet outil, donc ça a été mis en place par l'agence d'urbanisme de Dunkerque et c'était, il me semble, post-crise de 2008 justement pour revoir les liens. Ça a commencé avec la toile industrielle. C'est ça. La toile, la méthodologie toile, le point de naissance qu'on lui donne, c'est 2008 à Dunkerque, suite en pleine crise industrielle. C'était la première toile qui a été faite sur le port de Dunkerque. Et puis depuis, il y a eu un fort essaimage de ces toiles en France. Là, vous avez l'état de l'essaimage qui est même maintenant aujourd'hui obsolète, en 2021. 2021, il y avait une quarantaine de toiles, soit réalisées, soit en construction, soit en réflexion. Pourquoi je dis obsolète, c'est que aujourd'hui, si on la refaisait, par exemple, nous, on a une toile qui est située sur Reims et qui est notée en cours de réflexion, mais qui serait aujourd'hui en cours de construction, c'est celle sur le Champagne. Puis il y en a d'autres qui n'apparaissent pas. Il y en a une en réflexion sur Ardennes Métropole et puis une autre toile énergétique sur l'ensemble de la région Grand Est, par exemple, pour celle que je connais. Deux choses à aborder là-dessus. Donc, vous voyez la carte, vous voyez que ça s'est essaimé un petit peu partout en France. Vous voyez aussi beaucoup de toiles sur Dunkerque, parce que historiquement, c'est sur Dunkerque que cette méthodologie-là est née. Donc, ils sont beaucoup plus avancés et ils ont beaucoup de toiles aujourd'hui sur différentes filières qui ont d'ores et déjà été réalisées. Mais un premier point, c'est les dates. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que quand vous voyez la décomposition, en 2021, c'était 13 toiles réalisées, en gros un tiers, et puis les 2 tiers en cours de construction ou en cours de réflexion.
Ça veut dire quoi? Voilà, d'ailleurs, je vois dans le chat que Sandrine à Dunkerque, qui fait ce référencement, nous dit qu'aujourd'hui, en 2022, on est sur plutôt une soixantaine de toiles, et encore, on ne prétend pas à l'exhaustivité. C'est ce que j'allais aborder, c'est que vous le voyez là, 13 toiles réalisées, ça a commencé en 2008, 13 toiles réalisées en 2021, pardon, sachant que le pas de temps, ça va dépendre évidemment de la filière, du territoire, etc. Mais c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de pouvoir prétendre dire que ma toile, on peut la considérer comme réalisée, même si une toile elle est toujours en construction, on la met toujours à jour. Mais vous comprenez du coup, en 2021, 13 toiles réalisées, les 2 tiers en cours de construction en réflexion, ça veut dire qu'en fait, il y a un phénomène exponentiel de lancement de ces toiles en France et que cet essaimage, il est en train de progresser de façon exponentielle, comme je le disais. Donc voilà, 2021, 40, 2022, on serait plutôt sur 60. Nous, du côté de notre territoire, on se lance sur le sujet avec la toile Champagne. Aujourd'hui, on voulait vous parler de la toile alimentaire. Mais en préalable, on vous a parlé de la démarche toile globale. Globalement, cette démarche-là, elle peut s'appliquer à peu près potentiellement à tous les secteurs d'activité, toutes les filières. Donc, on vous a mis quelques exemples. En 2021, parmi la quarantaine de toiles, vous aviez des toiles évidemment industrielles, comme on l'a dit, mais aussi des toiles agricoles et alimentaires, des toiles énergétiques, des toiles de l'action sociale, toiles de l'eau, toiles des déchets, savoir-faire, innovation, santé, logistique, etc. etc. Et puis peut-être un petit exemple graphique sur ce qu'est une toile. Si ça veut bien avancer. Voilà. Ça, c'est l'exemple de la toile industrielle de Dunkerque en 2020. Alors, je sais que l'agence d'urbanisme de Dunkerque est avec nous aujourd'hui. J'espère qu'ils n'en voudront pas. Alors, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Habituellement, quand je présente ça sur notre territoire, je présente cette toile-là et puis je mets une petite image d'un petit bonhomme qui est un petit peu effaré à côté parce que je sais que c'est ce qu'on peut générer quand on présente ça sur notre territoire où nos partenaires ne sont pas forcément habitués aux toiles. Parce que la première réaction qu'on peut avoir par rapport à cette toile, c'est de se dire « Oula, mais c'est extrêmement complexe. Là, c'est tout petit, on ne voit rien, etc. » En fait, là, ce qu'on vous présente, évidemment, c'est une toile qui est arrivée à maturation avec des années de travail derrière. Et cette complexité, elle est totalement assumée et assimilée par les gens qui ont travaillé dessus. Et ces gens-là, ce n'est pas uniquement l'agence d'urbanisme, mais c'est l'ensemble des partenaires, on y reviendra, parce qu'une toile, c'est forcément une démarche collective, mais l'ensemble des partenaires qui ont œuvré à la construction de cette toile. Globalement, comment on peut la comprendre, cette toile, c'est qu'à gauche, vous avez on va dire les marchés d'import. Au centre, vous avez le bassin d'emploi de la région Flandre-Dunkerque, et donc le port de Dunkerque. Et puis à droite, vous avez tous les marchés de débouchés. Alors, ça sert à quoi? Un exemple tout bête. Moi, cette toile-là, je l'ai dans mon bureau, imprimée en format A0. Vous pouvez avoir aussi des toiles numériques, hein, pas uniquement en papier. Alix de l'agence du Havre nous présentera la toile alimentaire qui est plutôt sur un outil numérique. Cette toile-là, à quoi ça peut servir? Un exemple tout bête, on a entendu parler dernièrement de la possibilité d'arrêter les importations de charbon issu de Russie. En prenant cette toile-là, je me suis aperçu, en suivant le fil, que ça allait impacter en bout de chaîne Coca-Cola, par exemple. Parce que ça allait impacter, ça a impacté les hauts fourneaux et ensuite la production, ArcelorMittal, si je ne dis pas de bêtises, et à la fin, la production de canettes métalliques pour Coca. Voilà, mais je sais qu'Alix reviendra aussi sur cette toile-là, puisque si je ne dis pas de bêtises, sur le Havre, dans la démarche de construction des toiles sur le territoire du Havre, il y a d'abord eu aussi ce support intellectuel de commencer par ce qu'avait fait Dunkerque sur la toile industrielle 2020. Voilà sur ce que c'est un peu globalement la toile. Maintenant, on va s'intéresser concrètement à l'exemple de la toile alimentaire sur le Havre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser dans le chat ou à prendre à la main en ouvrant votre micro. Si ce n'est pas clair ou s'il y a besoin de précision, surtout n'hésitez pas, même si on a prévu un temps d'échange, évidemment, à la fin. Merci Jérôme pour cette présentation de qu'est-ce qu'une toile. Donc comme on le disait, on va passer à la toile alimentaire, mais avant, est-ce qu'il y a des questions sur déjà l'outil en lui-même ou après, n'hésitez pas à revenir dessus plus tard, hein, mais s'il y a des questions, on peut les prendre maintenant.
Bon, bah, visiblement, c'est Après, il n'y a pas de c'est clair question, pour on le dit que moment. on a l'habitude de dire que c'était super clair. Voilà. Du coup, je vais laisser la main à Alix du Havre pour partager son écran et sa présentation. Donc, on va attaquer avec la toile alimentaire donc pour vous montrer un exemple concret de toile. Alors, on va lâcher la main, on sait que tout le monde aujourd'hui On était là a pour une ça. question. Alors, Oui. est-ce qu'il sera abordé comment on utilise l'outil et la méthodologie de construction de la toile, j'imagine? Alors, ça va être abordé de deux façons. Ça va être abordé par Alix dans ce qu'elle va présenter sur la toile alimentaire. Et on a prévu aussi un petit point à la fin, rapide, de vous expliquer concrètement une toile, quand on la construit, quelles sont les différentes étapes, en termes de timing, ce que ça implique, pour vous donner concrètement, est-ce que c'est il faut 1 mois pour faire ça, 2 mois pour faire ça. Et on va vous donner l'exemple de ce que nous, on a fait localement sur la toile champagne, pour que vous puissiez vous projeter un peu plus concrètement, de façon très pragmatique. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions à ce stade, donc Alix, je vous laisse la main du coup pour présenter la toile alimentaire. Très bien. Alors, je vais tenter le partage d'écran en espérant que tout le monde voit correctement. Ouais, Oui. c'est parfait. Hop. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis Alix Guillemette et je travaille sur toutes les thématiques du développement durable au sein de l'agence d'urbanisme du Havre. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter la toile alimentaire qu'on a développée pour tout d'abord la communauté d'agglomération havraise qui s'est étendue en 2019 en communauté urbaine. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout le retour d'expérience qui a pu être fait sur cette toile alimentaire. Donc pour ça, je vais plutôt vous faire une présentation en 3 étapes. Vous recontextualiser un petit peu la politique agricole et alimentaire du territoire avant de vous présenter vraiment l'outil toile alimentaire et peut-être revenir aussi sur d'autres démarches qui peuvent se raccrocher à l'outil toile, voire à la toile alimentaire et qui pourraient également vous intéresser. Alors peut-être rapidement quand même commencer par vous présenter le territoire du Havre Seine Métropole pour ceux qui ne connaisseraient pas. Donc, c'est un territoire de 54 communes où, même s'il y a une grosse zone industrielle au sud du territoire, on a quand même quasiment 65% du territoire qui est dominé par l'agriculture. On a encore à peu près 350 exploitations sur le territoire avec des dynamiques agricoles qu'on peut retrouver, j'allais dire, quasiment à l'échelle nationale, avec effectivement un nombre d'exploitations qui diminue de manière assez importante. On a encore perdu 1/3 des exploitations entre 2010 et 2020. On a une forte pression foncière, mais qui s'atténue ces dernières années avec tout ce qui est politique de sobriété foncière. Et on a aussi également des exploitations de plus en plus grandes sur notre territoire. Et donc, du fait de ce profil non seulement industriel, mais également agricole assez important sur le territoire, la collectivité se préoccupe depuis un moment de ces sujets. Et donc, pour un petit rappel historique de ces différentes politiques, je vous ai mis cette petite frise ici, donc, qui a commencé en 2005, où 2 collectivités se sont jointes pour créer ce qu'on appelle localement le FILA, qui est un fonds d'aide pour les différentes initiatives agricoles locales et qui vise à subventionner certaines actions entreprises par les exploitants en vue soit de réduire leur impact environnemental ou de pérenniser leur exploitation. Et on a vu une accélération, j'allais dire, de l'intérêt porté à l'agriculture notamment dès 2015 avec la création d'un espace test agricole. Donc, la collectivité a acquis une ferme maraîchère où, depuis, des maraîchers qui souhaitent s'installer de manière plus pérenne sur le territoire peuvent tester leur activité sur un espace en maraîchage biologique avec mis à disposition à la fois des terrains, des outils et un accompagnement à la fois technique et également plus administratif sur le projet d'entreprise.
Donc, il faut savoir que cet espace test est né suite au constat d'un effondrement du maraîchage sur le territoire, avec parallèlement une demande beaucoup plus forte de la population locale de pouvoir avoir, j'allais dire, à disposition des produits locaux de manière en circuit court, et puis issus de l'agriculture biologique. Donc, on a plusieurs maraîchers qui se sont installés depuis la mise en place de cet espace test de manière pérenne sur le territoire. Ensuite, en 2016, j'allais dire de manière consécutive à cet espace test, on a eu un plan local pour l'agriculture qui a été signé par les élus du territoire, où l'objectif était de maintenir à la fois une agriculture dynamique sur le territoire, de soutenir les économies de filière, j'allais dire aussi avoir toujours ce regard sur les impacts environnementaux de l'agriculture et de maximiser un petit peu les liens entre le monde rural et le monde urbain. Et j'allais dire, on avait beaucoup parlé d'agriculture du coup depuis les années 2005 sur le territoire, et la transition logique de ces politiques agricoles a été de basculer au fur et à mesure vraiment une politique alimentaire plus globale. Et donc le territoire a répondu à l'appel à projet national du programme pour l'alimentation, dont il a été lauréat en 2017. Et c'est dans ce cadre de l'appel à projet, pardon, que s'est dessiné le projet alimentaire de territoire dans lequel figurait la toile alimentaire. Et donc, ce projet alimentaire de territoire, il avait vraiment à cœur de répondre aux besoins des habitants, où l'alimentation devenait vraiment une préoccupation centrale. Excusez-moi. Et c'est né aussi d'un constat que le territoire bénéficiait à proximité vraiment d'une diversité importante de production, à la fois une production maritime et à la fois une production agricole assez variée. On le voit sur la carte que vous pouvez voir à l'écran, avec à la fois des productions maraîchères, des productions laitières, des productions de viande et des productions de céréales, auxquelles s'adosse tout un écosystème d'entreprises de transformation qui permet du coup un accès facilité à ces différentes productions. Et l'ambition de ce projet alimentaire de territoire était vraiment de favoriser l'accès à une alimentation de qualité pour s'inscrire dans un programme plus global de santé du territoire et développer cette économie alimentaire plus spécifiquement sur le territoire. Et donc, j'allais dire, pour porter ce projet alimentaire sur le territoire du Havre et de sa communauté urbaine, un partenariat s'est créé, évidemment porté par la collectivité, avec l'IUFN, qui était une association, j'allais dire, où la responsabilité était plus pour aider à créer une gouvernance autour de cette politique et accompagner la collectivité autour de la création d'un comité local pour l'alimentation. La Chambre d'agriculture qui était là à la fois aussi pour la toile alimentaire en termes de fournisseurs de données et en termes de structure accompagnatrice, justement pour accompagner différents projets et initiatives dans le cadre de ce projet alimentaire. Et enfin, nous, agence d'urbanisme, où on avait pleinement la charge d'accompagner ce projet alimentaire par la création de la toile alimentaire sur le territoire. Et donc cet outil, il a été créé en vue de remplir les différents objectifs de ce projet alimentaire de territoire, donc à savoir faire émerger des opportunités économiques, des outils de transformation, des optimisations logistiques, de créer un service de conseil, donc là c'était plus le partenaire IUFN qui était sur ce projet-là, et également donner de la visibilité aux différentes initiatives locales, car l'agriculture et l'alimentation, c'est quand même des domaines où beaucoup de personnes se lancent et entreprennent différentes initiatives qui sont parfois méconnues, à la fois des collectivités et des habitants, et qui n'ont pas le rayonnement qui pourrait bénéficier à l'ensemble de l'économie agricole d'un territoire. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'a été créée la toile. Alors maintenant, on va passer, j'allais dire, au cœur du sujet, à cet outil toile, qui, comme ça a été dit au début, s'est largement inspiré de la toile industrielle qui a été portée et créée par l'AGUR, l'agence de Dunkerque. En fait, vu que le territoire havrais a beaucoup de similitudes avec ce territoire industriel de Dunkerque, on s'est inspiré de ce travail pour
décliner nous-mêmes l'outil toile, mais sous une forme un petit peu différente, à savoir plutôt un outil informatique de base de données, avec vraiment cette volonté de pouvoir géolocaliser les structures et de pouvoir visualiser cartographiquement et de manière dynamique les liens qui existaient entre ces structures. Donc là, pour la toile industrielle, la méthodologie qui a été appliquée, c'est d'avoir géoréférencé les différents établissements qui intéressaient le domaine industriel. Donc ça, on se base beaucoup sur des bases de données existantes. Et par contre, pour relier un petit peu ces différents points géolocalisés, il y a toute une base de données à construire qui sont l'identification des liens, des contractualisations qui peuvent exister entre ces différents établissements. C'est cette méthodologie-là qu'on a dupliquée pour la toile alimentaire. Donc, c'est à partir de cet outil e-toile industrielle. Alors, pourquoi on a rajouté le e-toile industrielle? C'est parce que c'est du fait de ce côté un petit peu plus informatisé, cette manière, j'allais dire, cet outil un petit peu plus base de données et cartographie dynamique. Donc, on l'a dupliqué pour faire une e-toile alimentaire au service du projet de territoire, pour en faire à la fois un outil de connaissance territoriale, donc pouvoir visualiser rapidement et dynamiquement les différents acteurs du système alimentaire du territoire, que ce soit les producteurs, les différents établissements de transformation, les distributeurs, qui pour nous, les points de distribution représentent un petit peu les habitants du territoire. C'est là où ils se fournissent. Et également de pouvoir un peu identifier les différents flux alimentaires entre ces acteurs. Et au travers de ces flux alimentaires, on a essayé un petit peu de repérer les filières alimentaires. Donc, à savoir si les flux alimentaires étaient plutôt dominés par de la viande, des légumes, des fruits ou des produits transformés. Et en se servant de ce socle de connaissances, l'objectif était de pouvoir proposer un outil d'analyse et de répondre à des problématiques ou à des pistes d'action qui rentraient dans les politiques de la collectivité pour justement identifier des synergies, des mutualisations ou, j'allais dire, d'autres types d'actions à créer pour répondre aux besoins du territoire. Et au regard de cette analyse, pour les élus, pouvoir être un outil d'aide à la décision et accompagner les différents porteurs de projets dans la mise en œuvre concrète des initiatives qui seraient portées. Donc, c'est vraiment offrir une vision dynamique et territorialisée du système alimentaire du territoire. C'est dans ce cadre-là qu'on a construit la e-toile alimentaire. Et donc, en termes de méthodologie, on a reprise celle que je vous ai présentée juste avant, à savoir, au travers de données existantes, pouvoir identifier les différents acteurs du système alimentaire, les producteurs, les commerces, les différentes industries de transformation, les points de distribution. Et ensuite, ce qu'il a fallu faire, c'est construire toute la base de données sur les liens qui existaient entre ces différentes entités géolocalisées. Donc, on a essayé de classifier ces liens, que ce soit des liens alimentaires, des liens partenariaux ou des liens contractuels. Et il faut savoir que le travail de construction de ces liens est quand même extrêmement chronophage. Il y a eu une personne dédiée à temps complet sur un stage pour identifier justement ces liens, à la fois dans le cadre d'entretiens menés auprès des différents acteurs du système alimentaire, notamment beaucoup de producteurs. Également, un travail bibliographique qui a consisté à, j'allais dire, renseigner un certain nombre de liens grâce à des études ou à des articles parus dans la presse locale pour identifier justement les liens qui existaient entre les producteurs, peut-être certains centres de distribution, des grossistes, etc. Donc, un travail dense sur l'identification des liens et la qualification de ces liens. Au final, l'outil toile alimentaire prend la forme d'une plateforme web, donc un outil accessible via Internet pour accéder à l'ensemble des données, pour renseigner la base de données et pour visualiser les données. Cependant, on a fait le choix avec la communauté urbaine de ne permettre l'accès à la toile alimentaire qu'aux partenaires du projet alimentaire de territoire et de ne pas en faire un outil accessible aux différents acteurs du système alimentaire
Pourquoi? Parce que lors des entretiens qui ont été menés justement pour renseigner les liens entre les acteurs, beaucoup d'entre eux ont été réticents à ce que ces données soient publiques parce qu'il y a le secret professionnel, la concurrence aussi qui peut aussi poser question à certains producteurs notamment. Donc, ces données sont restées confidentielles et utilisées uniquement par les partenaires du projet alimentaire de territoire. Donc, ce portail Internet, il sert à la fois à créer l'information, à rechercher une information et à visualiser l'information qu'on souhaite comprendre. Donc, l'exemple à droite, c'est typiquement plusieurs points, enfin, les points représentent des acteurs du système alimentaire qui sont classifiés suivant qu'ils soient producteurs, transformateurs, distributeurs, et les différents liens alimentaires qui existent entre ces acteurs. Sachant que le sens des flèches montre le sens du lien, à savoir du producteur vers j'allais dire un acteur de la transformation et un acteur de la transformation vers un centre de distribution, par exemple. On a différents moyens d'identifier ces flux entre les acteurs, donc à la fois la cartographie dynamique qu'on voit sur la droite et également un schéma de flux où on peut voir, là, par exemple, il me semble que c'est en rouge une cuisine centrale, où on voit sur la gauche l'ensemble des producteurs qui viennent fournir la cuisine centrale, et à droite, le début, parce que c'était encore en cours de construction à ce moment-là, les différentes entités scolaires qui bénéficient des plats préparés par la cuisine centrale. Donc, ça permet d'avoir une vision globale de certaines organisations alimentaires sur le territoire. Alors, les premiers enseignements à retenir sur cette toile alimentaire, c'est que ça a été d'abord un énorme outil d'animation territoriale. En fait, aller à la rencontre des différents acteurs pour renseigner la donnée qui serait bénéficiaire à l'outil a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs, de faire comprendre les politiques alimentaires menées par la collectivité et d'avoir un retour concret et direct des différentes problématiques et attentes rencontrées par ces différents acteurs du territoire. Donc, ça a beaucoup enrichi la politique locale et j'allais dire guider les différentes décisions et orientations qui ont pu être prises par la suite. Cependant, il y a aussi quelques points de vigilance à avoir. L'outil toile n'est pas un outil miracle. Il doit vraiment venir au service d'une problématique, d'un enjeu et d'un projet précis sur le territoire. C'est un petit peu, j'allais dire, l'écueil dans lequel on a pu tomber sur le territoire de la communauté urbaine, Le Havre Seine Métropole. C'est qu'on a voulu rentrer peut-être trop d'informations sur beaucoup trop de sujets et d'acteurs sur le territoire. Et du coup, on s'est un petit peu, j'allais dire, perdu dans la masse et le volume de données à la fois intégrées dans l'outil et à aller renseigner auprès des acteurs pour, j'allais dire, identifier les liens. Et vu que c'est un travail extrêmement chronophage, on n'a peut-être pas pu aller jusqu'à l'identification et l'analyse d'une problématique précise pour avoir une réponse à donner à cette problématique grâce à l'outil Etoile. Il faut savoir aussi que ce n'est pas non plus un outil de traçabilité des différents produits alimentaires qui sont produits sur le territoire. Mais voilà, que ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne l'écosystème, de comprendre jusqu'où s'étend l'écosystème alimentaire du territoire, puisque dans la logique de renseignement de l'outil, on est parti des consommateurs du territoire, donc j'allais dire plutôt les lieux de consommation comme la restauration collective scolaire ou les points de distribution, que ce soit la grande distribution ou les marchés, et d'essayer un petit peu de remonter les différents fournisseurs qui venaient alimenter ces points de vente ou ces points de consommation. Et on s'est rendu compte que ce système alimentaire s'étendait bien largement au-delà des limites territoriales administratives de la communauté urbaine et même bien au-delà des limites administratives régionales. Donc, on a vraiment un système alimentaire dépendant de beaucoup d'acteurs au-delà du territoire.
et du coup, j'ai perdu le fil de ma réflexion que je voulais vous présenter. Mais c'est pas grave, ça va me revenir. Je vais continuer ma présentation et ce sera plus simple. Donc, d'autres démarches toiles. Alors, on en a déjà vu qu'il y a une 60aine de démarches qui ont été entreprises grâce à l'idée de Dunkerque. Et effectivement, donc en 2009, on s'est inspiré de la toile industrielle pour la décliner sur notre propre territoire, en faire une toile alimentaire. Et ensuite, on a collaboré avec d'autres agences d'urbanisme pour en faire des déclinaisons, et notamment une toile logistique avec l'agence de Strasbourg. Je veux dire qu'il y a un lien direct avec l'alimentation, puisqu'on sait que la logistique alimentaire, et notamment dans les circuits courts, est un enjeu clé, notamment pour les petits producteurs. Et donc, dès 2018, l'ADEUS a créé cette toile de la logistique urbaine, et l'agence, avec l'appui d'Initio, qui est un bureau d'informatique, a mis en œuvre les différentes modalités, un petit peu comme la toile alimentaire que je vous ai présentée, les modalités techniques et cartographiques de cette visualisation de la toile logistique. Et donc, cette toile permet de calculer des itinéraires sur la logistique urbaine suivant différentes modalités, qu'on soit un camion, un vélo cargo ou un autre véhicule léger. Donc, ça permet de cartographier de manière interactive les différents parcours et d'interroger un petit peu les différents points, peut-être points noirs ou meilleurs itinéraires pour les tournées des différents acteurs. J'allais dire ce qui est la force peut-être de la toile, des e-toiles de manière générale, sur le terme technique, c'est qu'elles sont toutes issues de technologies en open source, de technologies ouvertes, ce qui fait qu'on peut facilement les décliner. C'est ce qui nous a permis de décliner rapidement la e-toile industrielle de la communauté urbaine à la e-toile alimentaire. Comme je vous ai dit, on avait répondu à l'appel à projet national pour le PAT en 2017, en mars 2017, et on a pu proposer un outil fonctionnel dès l'été 2017. Donc, le fait que ces outils soient de la technologie ouverte permet de les dupliquer et de les adapter assez facilement aux différents besoins des territoires. Et le fait d'avoir des partenaires informatiques, des partenaires agences et de bénéficier de produits ouverts, ça permet, j'allais dire, des relations gagnantes-gagnantes et de bénéficier des apports et des regards de chacun des partenaires pour améliorer les outils. Voilà. Ah, et je viens de me souvenir du dernier point dont je voulais vous parler par rapport à la toile alimentaire. C'est que dans le cadre d'un système alimentaire, il y a beaucoup d'évolutions sur les productions, sur les différentes bénéficiaires clientèles d'un acteur. Et donc, de maintenir cette information à jour est également extrêmement chronophage. Donc, il faut prendre avec, j'allais dire, un certain recul et une certaine vigilance l'interprétation de la toile à un instant T, sachant qu'il y a pu avoir beaucoup de changements sur l'organisation de ce système au regard des initiatives qui sont portées par les collectivités et puis par les porteurs de projets privés. J'espère que je ne suis pas allée trop vite dans cette présentation. Elle pourra vous être transmise par l'agence de Reims qui vous enverra les supports de présentation. Et si je suis allée trop vite, eh bien, je reste disponible pour vos questions dès maintenant. Merci beaucoup, Alix. Et en effet, du coup, tous les supports qu'on présentera aujourd'hui seront disponibles sur notre site internet. Et puis, vous n'hésitez pas à nous contacter si besoin pour récupérer les supports ou pour toute question. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou à l'oral, on vous écoute. Et ce d'autant plus, si je peux rajouter quelque chose, je voudrais insister sur un point qu'a dit Alix. C'est qu'à un moment donné, elle a dit la toile, ça n'est pas un outil miracle, ça doit servir des projets. Et j'irai un peu plus loin, je voudrais insister sur ce point, c'est que on ne fait pas une toile pour faire une toile, c'est un outil, mais il doit servir des enjeux qui doivent être. Et ces enjeux-là, ce n'est pas l'agence d'urbanisme qui. On s'interdit de les autodécider quelque part.
c'est une discussion collective. Je le montrerai ensuite comment on a mis en place la toile champagne. Vous verrez que c'est une démarche collective. Mais on a besoin de savoir concrètement, on a besoin de savoir déjà s'il y a un intérêt pour cet outil au niveau local, au niveau des partenaires qui sont aujourd'hui présents sur cette plateforme, et concrètement à quoi ça vous servirait dans vos travaux quotidiens. Ça, c'est très important pour nous dans la démarche de construction d'une toile parce que ça va nous permettre de cibler précisément ce qu'il faut aller chercher comme information et ce qu'il faut représenter. Parce que le risque, si on ne fait pas ça, c'est de faire un outil de la connaissance juste pour de la connaissance et en plus d'aller embrasser la totalité de l'écosystème et de se faire un peu déborder. Donc là, j'aurais envie, moi, de vous laisser un peu la parole pour que vous puissiez nous exprimer, vous qui êtes dans la salle, de nous dire concrètement une toile, à quoi ça pourrait servir, une toile alimentaire, à quoi ça pourrait vous servir dans vos travaux quotidiens pour vos enjeux particuliers. Alors, on a deux premières questions juste à poser. Donc, la première, c'est est-ce que la toile elle permet de visualiser les flux en termes de volume? Donc, Alors, de la visualiser, non. Par contre, dans la base de données, parce qu'en gros, une toile, c'est vraiment une base de données où la donnée est organisée, classée, structurée. Et ensuite, on a la partie visualisation de la donnée. Et nous, on a choisi de ne pas forcément pouvoir visualiser les volumes qui pouvaient être produits. Par contre, c'était quand on avait l'information renseignée dans la base de données. Donc, typiquement, par exemple, on pouvait savoir que tel maraîcher produisait tant de volume de salade à destination de certaines grandes surfaces. Et là encore, la question, c'est à quoi cette information de volume peut bénéficier aux réflexions des politiques locales. Parce que aller chercher la donnée, c'est chronophage, mais il faut que du coup que cette donnée puisse répondre vraiment à un besoin. Et c'est là où, j'allais dire, on a peut-être un petit peu, on s'est peut-être un petit peu éparpillé dans notre toile alimentaire, c'est qu'on ne s'est pas donné de limite sur, j'allais dire, la qualification des flux. Donc, on a pu renseigner les données, parfois on a pu qualifier les différentes typologies de légumes qui étaient, par exemple, produits, ou les différentes transformations qui avaient pu être subies par ces productions. Mais quelque part, on n'a pas forcément utilisé l'information à la fin. Et quand on sait que ces volumes peuvent changer d'une année à l'autre ou du fait j'allais dire, d'aléas climatiques ou de changements de production pour rester compétitif pour un producteur, voilà, ça peut poser question sur l'intérêt d'avoir systématiquement l'ensemble des informations. Par contre, quand on est dans une réflexion, par exemple, sur la logistique, où les volumes vont pouvoir peut-être conditionner l'utilisation plutôt d'un engin léger ou au contraire d'un outil plus lourd qui va avoir des répercussions sur peut-être le trajet ou le stockage des différents volumes, là, ça a un intérêt concret. Donc, c'est effectivement, comme vous le disiez, la question, c'est vraiment à quoi on veut répondre, à quelle problématique on est confronté pour bien cibler les sujets et les données à enregistrer dans l'outil. Merci Alix. On a une autre question, c'est par rapport à la carte de diagnostic du début de diaporama, c'est quelles sources ont été utilisées? Est-ce que c'est les données RPG? Alors, pour la carte de diagnostic, alors tout au début, lorsque je vous présentais les différentes productions au niveau régional, si c'est à celle-là que vous faites référence, ce sont les données du recensement agricole de 2010 qui mettaient un petit peu les typologies majoritaires de production par commune. Ouais, sachant voilà. que là, si on veut la réutiliser aujourd'hui, on a eu la mise à jour qui est sortie au mois de janvier, il me semble, ou décembre du recensement. Donc, en tout cas, c'est possible d'avoir une carte assez récente là-dessus. On a ensuite plusieurs questions. Donc, on a la première question qui est à quel temps se font les mises à jour des données? Donc, est-ce que déjà, je pense que c'est déjà, est-ce qu'elles sont mises à jour et tous les combien de temps? Et est-ce que la construction de la toile a-t-elle permis d'augmenter l'interconnaissance des acteurs et de développer des partenariats entre les différents acteurs présents dans la toile? Alors, effectivement, la mise à jour des données, ça a été une question qui a été longuement débattue au sein de la collectivité. Et donc, on a choisi de ne pas la mettre à jour. Donc, en gros, la toile est alimentée, j'allais dire, au fur et à mesure des opportunités et des sujets que souhaite traiter la collectivité. C'est elle qui se charge
de remplir l'information, de remplir la donnée au sein de la toile. Nous, en tant qu'agence d'urbanisme, on est là pour l'analyse de la base de données. Et ensuite, ça a effectivement nettement permis d'augmenter la connaissance et l'interconnexion entre les acteurs, puisque cette toile a finalement beaucoup plus servi d'outil d'animation territoriale que d'outil d'analyse du système alimentaire. Et donc, ça a été vraiment un gain d'efficacité pour la mise en place de certaines actions sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a M. Vérec qui souhaite intervenir. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Alix. C'est vrai que c'est extrêmement important que ces outils servent à réunir les acteurs. C'est effectivement ce qu'on voit aussi chez nous. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les dernières demandes qu'on nous a formulées, c'était essentiellement des demandes non pas d'outils d'analyse, mais beaucoup plus d'outils qui permettent de réunir les acteurs, et notamment dans le domaine de l'habitat. C'est la dernière demande qu'on a reçue. On est en train de déposer un projet sur ce sujet de future toile de l'habitat. D'ailleurs, si une des agences s'est lancée dans ce domaine, ça nous intéresse. Pour répondre aussi à la question du volume, ce qu'on a pu voir aussi dans les différentes expériences de toile qu'on a pu mener, c'est que à la base de cette approche par toile, on est sur, c'est le régime Covid. Sur la notion de système. Donc, il faut qu'on comprenne comment le système fonctionne. Et ce qui permet de savoir comment le système fonctionne, ce sont les éléments structurels. C'est vraiment les éléments les plus stabilisés dans le système qui nous permettent de comprendre quelles sont les relations qui sont durables dans le temps entre les acteurs. Donc, ça peut être des relations qui sont liées à des volumes importants. Donc, ça, en général, quand il y a du volume important, c'est plutôt des relations structurelles. Mais parfois, c'est aussi des volumes qui sont faibles, mais des contrats qui sont extrêmement forts. Je pense, par exemple, on a travaillé sur une toile du lin. On a des volumes peut-être parfois un peu faibles en termes de tonnage de graines. Mais en fait, ceux qui détiennent le savoir-faire dans les graines de lin, ce sont les acteurs, quasiment les acteurs les plus importants de l'écosystème du lin. Et donc, même chose pour l'industrie, ceux qui maîtrisent les flux de gaz détiennent aussi un élément extrêmement fort de l'écosystème industriel. Donc, il faut parfois prendre du recul sur l'écosystème pour comprendre qui détient entre guillemets, une partie du pouvoir sur cet écosystème. Et sur le champagne, je ne sais pas si vous avez pu réfléchir aussi à cette question-là, mais à mon avis, ça doit être extrêmement intéressant aussi. On reviendra tout à l'heure, oui. Merci Jean-François. Juste, je vais présenter Jean-François parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc, Jean-François est directeur général adjoint à la GUR, donc l'agence de Dunkerque. Et il était à l'origine, on parlait de l'origine des toiles en tout début de présentation, en 2008, avec la toile industrielle. Donc, il était à l'origine de cette toile-là. On peut peut-être d'ailleurs faire une petite précision. Nous, à Reims, on a l'avantage puisqu'on se lance dans les toiles, on a l'avantage de pouvoir bénéficier de tout ce recul des toiles qui ont été mises en place et d'arriver maintenant à comprendre c'est quoi les facteurs clés de succès pour monter une toile, mais également les facteurs clés de non-succès. Et par exemple, c'est pour ça que j'ai insisté sur 2 points. Le fait d'abord, c'est une démarche collective et les enjeux, et la toile doit répondre à des enjeux bien particuliers, cités par les gens qui travaillent sur cette filière-là. Et l'autre, c'est ce que disait Alix, c'est d'éviter de tout prendre en même temps. Donc vraiment, cette nécessité absolument de cibler. Juste sur peut-être pour présenter, je vois aussi qu'il y a une question sur est-ce que vous avez rencontré des réticences de la part des acteurs économiques. Donc je pense que cette question s'adresse à Alix. Je vais répondre par contre pour la toile champagne, parce qu'il y a souvent une ambiguïté sur les toiles. Malgré ce qu'on peut percevoir comme ça, en fait, les toiles, c'est moins un outil quantitatif qu'un outil qualitatif. C'est-à-dire que l'étoile, ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne
un écosystème, mais on ne va pas forcément forcer la main pour aller chercher les chiffres hyper précis à la virgule près. Ce qui fait, pourquoi je dis ça, moi, ce qui nous amène, nous, sur la toile Champagne, quand on va demander des informations sur la façon dont les entreprises travaillent en termes de chiffre d'affaires, moi, j'ai l'habitude de leur dire, mais donnez-moi les informations qui vont nous servir et qui peuvent être diffusées à grand public. Par contre, ne nous donnez pas de secret de fabrique, de données, d'informations qui pourraient vous mettre en porte-à-faux. Mais le premier niveau d'information est largement suffisant pour faire une toile et ensuite arriver à comprendre comment fonctionne cet écosystème, sachant qu'après, une fois qu'on a lancé une démarche toile, que tout le monde se l'accapare, et bien, une entreprise ou une entité qui n'a pas donné le même détail que les autres va se dire, ah bah, tout le monde l'a donné, moi aussi je vais y aller. Et comme ça, il y a une petite démarche qui se déroule. Mais il faut éviter aussi cet écueil de vouloir absolument avoir une homogénéité partout et d'avoir la même virgule, enfin le même niveau d'information, de détail à la virgule près pour tout le monde. Ça aussi, ça peut être un facteur de clé, j'allais dire, de non-succès et de... Voilà. Donc, je voulais insister un petit peu sur ce point. Mais Alice, je te laisse répondre sur est-ce que tu as rencontré, toi, des réticences de la part des acteurs économiques pour récupérer les données sur la toile alimentaire? Alors non, en fait, ce qui les a, j'allais dire, incités à participer, à donner un certain nombre d'informations sur leurs pratiques et j'allais dire l'écosystème dans lequel ils s'inséraient, c'était surtout que la collectivité venant à eux dans le cadre d'un entretien, ils comprenaient mieux déjà que la collectivité souhaitait agir plutôt en leur faveur, en fait, en comprenant l'écosystème dans lequel ils s'intégraient. Et donc, qui pouvaient complètement bénéficier des réflexions menées par la collectivité. Et du coup, ils étaient aussi beaucoup plus rassurés du fait que l'outil, comme je vous l'ai expliqué, n'est pas accessible au grand public et reste dans le domaine très restreint de la collectivité et des partenaires du projet alimentaire de territoire. Donc, j'allais dire cette double sécurité, à la fois que les données n'étaient pas diffusées et en même temps que le fait qu'ils donnent un certain nombre d'informations pouvait leur bénéficier par des prises de décision ou d'actions de la part de la collectivité dont ils pourraient être bénéficiaires, les a plutôt incités à donner un certain nombre d'éléments sur leurs activités. Merci Alix. Et enfin, on a deux dernières questions qui apparaissent. Alors après, si on a d'autres, n'hésitez pas. Est-ce que les enjeux de la toile alimentaire peuvent être une mobilisation des acteurs pour participer à l'élaboration des axes de PAT? Et deuxièmement, de visualiser les freins, notamment les liens manquants entre les acteurs pour une alimentation durable et locale. Donc, est-ce que finalement, ça peut servir à mobiliser les acteurs dans le cadre d'un PAT et dans un deuxième temps, de visualiser justement les freins et ce qui fait qu'on ne puisse pas aller vers une alimentation plus durable et plus locale? Oui, alors complètement. Finalement, c'est dans la mobilisation des acteurs que l'outil Toile a été la plus efficace sur le territoire de la communauté urbaine du Havre. Et effectivement, l'objectif était de pouvoir visualiser différents manques sur le territoire en termes de filières et d'outils de transformation. Quand on se rend compte, par exemple, qu'un certain nombre de producteurs de viande, par exemple, utilisent un seul et même outil de transformation d'abattoir à l'extérieur du territoire, ça peut poser question sur des éléments qui pourraient manquer au sein même du territoire pour éviter un certain nombre j'allais dire, de valorisation externe et de pouvoir rapporter un peu de valeur ajoutée sur le territoire. Mais pour bien visualiser ces freins, c'est pareil, il faut bien poser la question et savoir sur quoi on veut travailler dans le cadre du projet alimentaire de territoire. Est-ce que c'est sur une filière précise? Est-ce que c'est sur des outils de transformation? Est-ce que c'est plutôt sur de la logistique ou un manque de production? Enfin voilà, plus on cible la question et les sujets qu'on souhaite traiter, plus il est facile de visualiser un certain nombre d'éléments ou d'analyser les données dans le cadre de la problématique. Ok, merci beaucoup. Et on a une autre question sur la fréquence de la mise à jour, mais à laquelle on a déjà répondu juste avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral ou dans le chat? Je n'en vois pas apparaître, mais si jamais quelqu'un veut intervenir avant qu'on passe à la présentation de la toile Champagne.
Bon, On bah, va- je on crois va qu'on va avancer, pouvoir puis on va avancer sur sur les la toile questions. champagne. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas, on aura encore une petite session d'échange juste après la présentation. Alors, hop. Je vais partager la présentation. Alors. Est-ce que c'est visible chez tout le monde? Bon, il n'y a pas de... Alors, là, le sujet, ce n'est pas de vous présenter la toile, les activités connexes au Champagne, mais de vous présenter plutôt la façon, comment on a abordé la chose quand on a voulu la mettre en place. Pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça implique en matière de démarche, en termes de timing, ce qu'on fait concrètement pour essayer de monter ce type de projet. Alors, il y a une première phase, et à la limite, j'allais dire, il y a une phase même zéro, c'est un peu celle qu'on essaye d'initier là sur la toile alimentaire. C'est la phase zéro, c'est le point d'origine du projet, c'est de mesurer, voir s'il y a un intérêt collectif à aller travailler sur ce type de sujet. On ne le répétera jamais assez, on ne fait pas de toile pour faire une toile, mais on fait une toile s'il y a un intérêt, et après, il faut cibler sur des enjeux particuliers. Donc la phase zéro, si vous voulez, sur cette toile Champagne, c'est une question en fait qui est restée sans réponse. Oui, c'est ça, c'est fin 2020, le Grand Reims faisait son projet de territoire. Dans le cadre de son projet de territoire, il y avait des réunions avec des entreprises pour discuter des filières qui allaient être importantes pour l'avenir, des filières stratégiques du territoire. Dans ces filières stratégiques du territoire, il y avait le bâtiment, et puis à un moment donné, il y a une entreprise locale du bâtiment qui a levé la main, en gros, pour dire c'est bien finalement, le message, c'est bien finalement de citer la filière bâtiment comme filière stratégique importante pour le territoire. Par contre, il n'y a pas le Champagne, et le Champagne, moi, ça pèse 20% de mon chiffre d'affaires. Donc, ça a commencé comme ça avec une question toute bête, parce qu'après, on s'est dit, mais finalement, on a creusé un petit peu, on a posé des questions, nous, puis on s'est aperçu que personne ne savait répondre précisément à cette question-là, quelles étaient les retombées économiques du Champagne auprès de ces activités connexes. Donc, les activités connexes, ce sont les producteurs ou les vendeurs de consommables, les bouchons, les bouteilles, par exemple, et puis les entreprises de services, les laboratoires, par exemple, qui concourent à la transformation finalement du raisin jusqu'à la bouteille de champagne, donc hors acteurs qu'on connaît tous, maisons de champagne, coopératives vinicoles ou vignerons. Voilà, tout cet écosystème qui concourt à la production du champagne. Et on ne savait pas dire, déjà, question sans réponse, c'est né comme ça, on ne savait pas dire combien ça pèse. Ceci étant, comme on l'a dit, là on est sur une question de connaissance, combien ça pèse. Bon. Donc on est parti de ça, et puis on a fait une première phase, c'est la rencontre individuelle, j'insiste, individuelle avec les différents acteurs. Ça nous a pris, sur ce monde du Champagne, ça nous a pris presque 6 mois, entre février et juin 2021. J'ai perdu, hop, la souris. Voilà, c'est ça. Et ces acteurs, ce sont ceux que vous avez ici. Donc on est allé rencontrer, alors on a rencontré deux types d'acteurs, les territoires et les représentants de la profession. Donc les territoires, pour le coup, pour le Champagne, c'est le Grand Reims, Épernay, Aglo, paysage de la Champagne et la Grande Vallée. On n'a pas embrassé tout de suite, vous voyez, dans l'esprit de l'unité, on n'a pas embrassé tout de suite l'ensemble de l'aire d'appellation, et pas aller jusque sur l'Aube, par exemple, ou sur l'Aisne. On commence sur cet ensemble de territoires-là, sur la Marne. Et puis, on est allé voir aussi les représentants de la profession, parce qu'on avait besoin, on n'est pas spécialiste du Champagne, on ne prétend absolument pas être spécialiste du Champagne, de la même façon qu'on ne prétend absolument pas être spécialiste alimentaire. Nous, en tant qu'agence d'urbanisme, qu'on peut apporter, c'est la méthodologie toile qui a été éprouvée à travers les 60 toiles qui sont aujourd'hui réalisées ou en cours de réalisation en France. Mais on a absolument besoin d'être accompagné de travailler avec les spécialistes de la profession pour plein de choses. La première, déjà, comme on a dit, on n'est pas spécialiste, on a besoin de comprendre le jargon, parce que sinon, il va y avoir des malentendus, on va avoir l'impression de se comprendre, on va donner des enjeux, puis nous, on va aller mesurer quelque chose qu'on a mal compris, donc on a besoin de se faire accompagner régulièrement. On a besoin aussi de comprendre les enjeux, ce qui les intéresse
concrètement, je reviens là-dessus, concrètement, à quoi ça peut vous servir, vous, pour votre profession. Et puis, on a besoin aussi, tout simplement, pour se faire ouvrir les portes. Tout à l'heure, il y avait une question dans le chat en disant est-ce que vous avez eu des réticences de la part des acteurs économiques pour vous fournir les informations. C'est aussi une façon de limiter cet écueil-là. Pour être concret, donc on a contacté l'Union des maisons de champagne, le syndicat général de l'Union, donc qui font partie du comité de pilotage, tous les membres que vous avez là font partie du comité de pilotage, ainsi que le club des entrepreneurs champenois. Et on a demandé au club des entrepreneurs champenois tout simplement d'envoyer un courrier, enfin un mail à ses adhérents, parce que ces adhérents relèvent des activités connexes, en disant voilà, l'agence d'urbanisme va vous contacter pour recueillir des informations pour votre entreprise et pour initier une démarche. Pour nous, c'est très important parce que vous imaginez bien que si on arrive auprès d'un acteur, d'une entreprise, pour lui demander comment il travaille, il va se dire mais pourquoi est-ce qu'on me pose ça, pourquoi l'agence d'urbanisme, etc. Donc, on a besoin de travailler un petit peu en amont. C'est tout simple, mais on a besoin de cet accompagnement-là pour limiter l'écueil qui était cité. Ensuite, alors je n'ai pas cité tous les acteurs, vous avez aussi les acteurs, donc évidemment on a contacté la CCI et la région Grand Est, et évidemment aussi on s'est entouré, quand je parlais de spécialistes, on s'est entouré aussi, on travaille aussi avec l'agence la Marne Développement, donc l'agence de développement de la Marne, à travers Vincent Thierry, il travaille sur les différentes filières, donc ça peut nous aider aussi à comprendre comment fonctionne le monde du champagne. Le Crédit Agricole avec David Ménila qui connaît bien aussi le système et qui nous accompagne là-dessus. La mission UNESCO et puis, j'allais dire, évidemment l'ADEME. Alors pourquoi évidemment? Parce que historiquement, sur les Hauts-de-France, notamment avec l'origine d'étoiles, l'ADEME est beaucoup impliquée dans la construction d'étoiles en France. Donc voilà, on a besoin de faire cette phase de rencontre individuelle des acteurs impliqués. Aujourd'hui, cette plateforme, c'était une façon aussi pour nous de mesurer un peu l'intérêt que pouvait susciter localement une toile alimentaire. Tout le monde ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais par exemple, j'ai eu Élodie Parisot qui travaille sur le PAT de l'Argonne ardennaise et qui me disait oui, moi cet outil, ça peut m'être utile, notamment pour mesurer le kilométrage parcouru par les produits alimentaires. Ça, ce sont des indicateurs pour nous qui sont importants. Parce qu'on se rend compte qu'en abordant un sujet, les gens en face vont commencer à se l'approprier et à le mettre et à se dire ça va me servir pour ça dans mon travail quotidien. Pour autant, on tient à ces rencontres individuelles, c'est-à-dire que si on met en place une toile alimentaire, on ira rencontrer les différents acteurs, on ira vous rencontrer pour bien comprendre tous vos enjeux. L'objet, c'est de délimiter les attentes communes. Quelles sont les attentes communes par rapport à votre quelles sont les attentes qui sont communes à l'ensemble des acteurs. Donc ensuite, on a fait donc pour le champagne, on en a relevé 5, je ne vais pas aller dans le détail. Le premier, généralement, c'est toujours un objectif de connaissance, mais on force un peu pour aller chercher des objectifs plus précis avec des actions derrière. Et notamment, il y a un enjeu qui est commun à l'ensemble des acteurs, on s'en est aperçu, c'est le fait de structurer la filière. De voir où est-ce qu'il y a des points de faiblesse, des points névralgiques, des points de dépendance. Jean-François le disait tout à l'heure, où se situe le pouvoir, est-ce que ça pose problème ou pas? C'est aussi cet objet-là, c'est ce type d'enjeu qu'on cherche à savoir avant de se lancer dans la toile. Une fois qu'on avait rencontré tout le monde, on a fait un comité de pilotage et puis on a validé la méthodologie avec eux. Alors, comme j'ai dit, l'agence apporte la méthodologie toile. Pour autant, on a besoin de discuter encore une fois, avec l'ensemble des acteurs pour des questions toutes bêtes, la définition du périmètre. En amont, on peut être a priori tous d'accord sur ce que c'est que le périmètre de ce qu'on mesure. A priori, le champagne, voilà, on sait tout ce que c'est, les activités connexes, tout le monde a priori sait ce que c'est. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que, oui, mais les entreprises qui ont telles caractéristiques, elles ne sont peut-être pas activités connexes, etc. Donc, on avait besoin de travailler ce périmètre. Ce travail-là, il va être plus ou moins important, long à faire selon la thématique qu'on aborde. Je vous donne un autre exemple. On avait réfléchi à un moment donné à pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place une toile sur la bioéconomie. Le problème de la bioéconomie, c'est déjà, il y aura un gros travail à faire sur le périmètre parce que tout le monde ne met pas forcément la même chose en tout cas c'est l'impression qu'on en a eu, tout le monde ne met pas forcément la même chose dans cette définition de la bioéconomie. Le champagne, c'était un peu plus simple. Puis il y a la définition du périmètre géographique aussi. Là, il y a le travail aussi sur les informations à collecter.
quelles informations on va aller collecter auprès des entreprises. En fait, quelles informations vous voulez voir apparaître dans la toile, hein, c'est ça concrètement. On pose des questions très pragmatiques. Et puis le mode de recueil. Alors, le mode de recueil, je voudrais lever une ambiguïté s'il y en a une. La toile, on ne construit pas une toile en envoyant, vous connaissez tous les études classiques, où on envoie des questionnaires à des entreprises, on a imaginé les questions, on envoie, et puis on attend un petit peu le retour. Sur la toile, en fait, ça ne se construit pas du tout comme ça. Le mieux pour la toile, c'est de dessiner une première toile entre nous, avec les acteurs qu'on a réunis, les spécialistes de la profession qu'on étudie, de la thématique, donc là, l'alimentaire en l'occurrence, et le champagne pour nous, pour ce qu'on a mis en place. Et puis, on essaye de dessiner une première toile. Ce qu'on sait, on pose déjà ce qu'on sait. Et puis, à partir de cet élément-là, c'est ça le support de recueil. On va aller montrer ça aux entreprises ou aux entités auprès desquelles on veut récupérer de l'information, parce que ça va permettre de créer un échange. Si on y va avec un questionnaire, même si on y va individuellement, le problème, c'est que la personne en face va répondre aux questions uniquement, c'est bête ce que je vais dire, mais il va uniquement répondre aux questions que vous avez posées. Et du coup, ça va limiter l'échange. Si vous présentez une toile déjà à peu près dessinée, la personne en face va commencer à comprendre ce que vous voulez faire. Il va peut-être vous dire, ah, mais attention, vous vous trompez, là, ce n'est pas comme ça qu'il faut le représenter. C'est plutôt comme ça. Moi, je ne réfléchis pas comme ça dans mon entreprise, c'est plutôt comme ça. Je vous donne un exemple. Dans le groupe de travail de méthodologie qu'on avait mis en place avec les spécialistes, donc les experts du champagne, on avait commencé à se dire, pour les marchés de débouchés, eh ben, il y en a 3. Il y a le monde du champagne, les opérateurs du champagne, donc je les ai cités tout à l'heure, les vignerons, les coopératives vinicoles et les maisons de champagne. Il va y avoir un deuxième marché, c'est les autres vignobles, le Chablis, le Bordelais, etc., pour lesquels les entreprises peuvent travailler. Et puis un troisième marché qui va être les autres filières, l'agroalimentaire, les industries régionales, etc., etc. Et on est parti avec ça. Et sauf qu'en fait, on s'est aperçu en discutant, comme on s'est aperçu en discutant avec les entreprises, qu'il y avait un quatrième marché qui n'était pas apparu, c'est les activités connexes elles-mêmes, parce que les entreprises travaillent entre elles. Et donc, voilà, vous comprenez qu'en fait, si on avait envoyé des questionnaires comme ça déjà formalisés, en fait, on serait passé à côté d'une information, et pire, on ne nous aurait pas dit que vous vous êtes trompé. Le fait de présenter un début de toile avec des entreprises, non seulement ça leur permet de réagir et de nous dire si on s'est trompé, et de commencer à construire le cas, parce que c'est tout ça la difficulté de la toile, c'est que, j'allais dire, en fait, le chemin s'éclaire au fur et à mesure qu'on avance. Le cadre de ce qu'on dessine se met en place au fur et à mesure qu'on pose des questions. Et très probablement, si on prenait la soixantaine de toiles et si on mettait, qui est aujourd'hui en France ou en cours de construction, en tout cas si on prenait celles qui sont finalisées aujourd'hui et qu'on prenait le chemin de départ qu'on avait dessiné, les premières questions, le début de cahier des charges et ce que ça a donné à la fin, probablement il y aurait de très grosses différences. Donc, on a besoin de cette deuxième phase de discuter de la méthodologie avec les acteurs. Et puis, deuxième point, c'est de préparer une phase de test. Alors ça, nous, on y tient beaucoup à l'agence de Reims. Pourquoi donc, cette phase de test, c'est quoi? Sur le champagne, en fait, on s'est adressé aux acteurs que vous avez vus, puis on leur a dit, est-ce que vous pourriez nous donner une liste de 20 entreprises qu'on pourra aller enquêter en essayant de prendre 20 entreprises qui ont, en essayant de représenter dans ce petit panel l'ensemble des sous-secteurs d'activité, des activités connexes. Et puis, on va les tester avec eux, on va faire tout le cheminement de tout le projet avec eux sur cette base de 20 entreprises pour voir les points d'écueil qu'on peut avoir. Alors, pourquoi cette phase de test nous est importante? Parce qu'on a bien entendu sur l'étoile, ce qui est, Alix le disait, encore une fois, c'est peut-être qu'au départ, on a voulu tout embrasser, puis du coup, on s'est un peu éparpillé. Cette phase de test nous permet de limiter ce type de soucis. Donc, on est allé voir ces 20 entreprises-là. Déjà, première information, ça nous a permis de voir concrètement combien on a réussi à récupérer d'informations. Je crois qu'on a eu un taux de retour, on a réussi à avoir des rendez-vous avec 13 entreprises sur 2 mois. Ça nous donne une idée de la difficulté à aborder le sujet. Et puis, ça nous a permis de vérifier que ce qu'on imaginait comme question, a priori, qu'on pensait légitime, pertinente, est-ce qu'elle l'était vraiment? Qu'est-ce que ça a donné? Et voilà. Concrètement, est-ce que ça fonctionne? Et puis, on est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a commencé à dessiner la première version de la toile. L'objet de cette phase de test, c'est essayer… on sort de la zone de confort, hein, c'est un peu compliqué,
mais c'est important pour nous parce que ça nous permet d'essayer de lister et de se prendre tout de suite l'ensemble des problèmes auxquels on va être confronté, mais sur un petit échantillon. Parce que partir sans cette phase de test, les activités connexes, c'est entre 200 et 300 entreprises. Partir bille en tête avec une méthodologie qu'on pense absolument validée et sûre et certaine sur 200 entreprises, et puis s'apercevoir au bout de 3 mois qu'en fait, on n'a pas posé exactement les bonnes questions, qu'on ne l'a pas abordé exactement comme il faut, c'est gênant. Sur 20 entreprises, en plus, on a sollicité, sachant qu'on a pris celles dont on sait qu'ils vont nous répondre et qui sont déjà dans la démarche et dont on sait que ça va bien se passer, finalement, bah, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, cette phase de test, elle a été importante pour nous. On l'a fait de juillet, on a préparé la phase de test de juillet à octobre, et puis ensuite, on s'est lancé sur cette phase de test. Alors, on l'a fait assez rapidement, entre novembre et février, on l'a fait sur cette vingtaine d'entreprises. Donc, on a interrogé ce panel test, et puis on a fait, comme je disais, on a fait cette première toile, et puis on a présenté aux copies. Donc ça, c'est important, en fait, dans la démarche toile. On se réunit avec les experts de la profession et puis du territoire. On décide entre nous de ce qu'on va faire. L'agence le fait. On montre ce que ça donne, on corrige, on fait part des difficultés, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On montre concrètement ce que ça donne, parce qu'il faut voir aussi que quand on interroge les acteurs, les territoires et les gens de la profession, ils peuvent se dire, si vous me faites ça, ça va être intéressant pour moi. Et puis en fait, une fois qu'on l'a rendu, on se rend compte, ah ben non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Finalement, c'était pas tout à fait comme ça, c'était plutôt comme ça, ou c'est plutôt faire un zoom là-dessus. Donc, c'est vraiment une démarche itérative et collective, j'insiste sur ce mot, c'est vraiment collectif. Et donc, là, voilà, on a fait cette phase de test. Et aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle la phase de déploiement qui durera, on ne sait pas encore combien de temps, mais qu'on a commencé en février de cette année. On est parti sur l'interrogation de l'ensemble des entreprises et plus tard la mise à jour de la toile. Mais voilà, on a tenu absolument à passer par cette phase de test. Donc, si on se projette sur la toile alimentaire, nous, on serait plutôt par contre, pour appliquer cette méthodologie-là. Alors, concrètement, ce que ça vous dit quoi? Ça vous dit, voilà, ça vous donne un exemple sur la toile Champagne. Au niveau local, il nous a fallu 1 an, février-juin, pour faire ces rencontres individuelles et recueillir l'ensemble des enjeux individuels et essayer de repérer les enjeux communs. Ensuite, valider la méthodologie de juillet à octobre, phase de test pendant 3 mois, et ensuite le déploiement. Et je terminerai juste avec une dernière chose. Il y a, sur cette phase-là, il y a un terme que j'ai été, un positionnement que j'ai été souvent amené à prendre, c'est dire on verra dans un second temps. Alors c'est assez frustrant, je le sais, mais on s'y oblige. C'est-à-dire qu'on a délimité 5 attentes communes des acteurs, mais évidemment, vous avez vu les logos tout à l'heure, chaque acteur va avoir ses intérêts individuels. Par exemple, il y en a un qui va être surtout intéressé par l'évolution de la structure de l'écosystème. D'autres nous ont posé des questions. J'aimerais savoir aussi ce qui se passe au niveau innovation dans ces entreprises. Tout ça, on a dit, dans un second temps, on verra déjà, concentrons-nous sur le dessin, sur le squelette de ces activités connexes au Champagne. Et une fois qu'on maîtrisera, on viendra rajouter un élément ici et ça, par ici. Pour vous donner un exemple, on n'est pas parti, pour l'instant, on s'intéresse qu'au marché de débouchés. On n'est pas parti sur les approvisionnements. Ça nous semblait très compliqué. Pour autant, il est fort possible que les enjeux soient plus sur les approvisionnements que sur les marchés de débouchés pour le Champagne. Et ça vous parlera peut-être, en tout cas, puisqu'on parle de l'alimentaire là. En même temps qu'on fait ce déploiement et cette phase de test, aujourd'hui, quand on voit des entreprises, quand je vois des entreprises pour recueillir les informations sur le marché de débouchés, maintenant qu'on maîtrise un peu la discussion et qu'on maîtrise le temps aussi de cette discussion-là, j'en profite pour les interroger sur, en tout cas pour ceux qui sont concernés, sur leur problématique d'approvisionnement. Et là, on sent très vite que dans la discussion, alors là, par contre, ça va très vite. On va citer des filières comme le verre, comme le bois, comme l'aluminium, et puis aussi beaucoup l'engrais. L'engrais, manifestement, pose beaucoup de problèmes, ou va poser beaucoup de problèmes pour le Champagne dans cette année ou l'année prochaine, puisque d'après ce que j'en ai compris, la Russie est fort exportateur d'engrais, et donc là, il va y avoir il y a un gros sujet. Mais voilà, on a essayé de délimiter, de ne pas, encore une fois, essayer de dessiner toute la toile en même temps, de partir petit et puis de commencer à
à dessiner l'ensemble et de façon collective, toujours, on dessine quelque chose, on se revoit avec le comité de pilotage, on en rediscute, on rajuste s'il faut, etc. etc. Voilà. Et puis, voilà, donc moi je suis à votre disposition. Si c'était pour vous donner un peu une idée de ce que ça pouvait donner, de ce que ça pouvait donner concrètement. N'hésitez pas, hein, si ce n'était pas clair surtout. Merci Jérôme. Alors, on a déjà quelques questions qui apparaissent dans le chat. Alors, est-ce que, donc on nous demande si le webinaire sera disponible en ligne à partir de quand? Alors, il ne sera pas forcément mis en ligne, mais par contre, vous pouvez le demander à Mélanie qui vous a envoyé les invitations, qui pourra vous le transmettre si besoin. Mais par contre, tous les supports seront disponibles en ligne. Donc, les 2 PowerPoint qui ont été présentés aujourd'hui. On va peut-être mettre son adresse mail dans le chat. Oui, je vais vous mettre l'adresse mail. Donc ensuite, s'il y a des questions, que ce soit sur cette partie ou celle d'avant, on vous écoute. On est sur les échanges libres maintenant que les 2 présentations sont terminées. Et puis surtout si déjà vous avez des idées en nous disant, bah, moi, s'il y a une toile alimentaire qui se monte sur le territoire, je souhaiterais qu'elle soit plutôt orientée comme ça parce que ça va m'aider dans mes travaux quotidiens. Déjà, même s'il y a une phase d'entretien individuel, forcément, déjà, ça peut nous aider à avancer sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, hein, si c'est le cas surtout. Alors, on a une question. C'est est-ce qu'on utilise tous le même outil pour construire la toile? Alors, je pourrais laisser répondre aussi à X, mais non, on utilise pas l'outil. Il y a plein d'outils. La méthodologie est la même. Le mode de pensée est la même. C'est le fait d'aborder l'écosystème, les relations systémiques d'un écosystème. Par contre, les outils numériques, on peut en utiliser. Il y a plusieurs outils. Hein. Donc, Alix, on a utilisé l'étoile. Nous, ça peut nous intéresser aussi sur la toile Champagne. On a l'outil Visio qui nous permet de représenter manuellement les interactions. Je sais qu'il y a l'outil Toile Maker. Jean-François pourra en parler certainement beaucoup mieux que moi, mais c'est surtout la méthodologie et le mode de pensée qui est commun. Hein. Je ne l'ai pas dit, d'ailleurs, la toile, on ne l'a pas dit, je crois, la toile, hein, c'est une marque déposée. Je ne sais pas, Alix, si tu veux revenir là-dessus, mais non, on n'utilise pas tous, de ton expérience d'étoile en France, on n'utilise pas tous le même outil. Oui, alors pour compléter, effectivement, en fait, suivant les besoins des toiles, les outils utilisés sont différents. Alors je ne suis pas, technicienne informatique, mais en gros, peut-être pour schématiser, l'outil toile, c'est plusieurs petites briques, suivant si on veut faire, une visualisation cartographique ou non, suivant, voilà, les besoins de l'outil et on assemble plus ou moins ces briques et on les adapte, aux besoins de la toile en question. Sachant que, en tout cas pour les toiles qu'on a utilisées, enfin qu'on a faites ou accompagnées, toutes ces briques sont libres de droit. Donc elles sont, réutilisables et par, tout un chacun sans besoin de débourser, de budget pour les licences. Voilà. Et pour, plus d'informations, il faudrait que je demande à un collègue puisque l'informatique et moi, voilà, c'est pas mon domaine. Mais du coup, pour l'outil utilisé, en tout cas pour la toile alimentaire, c'était l'outil e-toile, donc toile. Et je crois qu'il y a Jean-François qui va intervenir, donc je vous laisse la parole. Oui, alors, sur la question des outils, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec la URH. Alors, je ne sais pas si Jean-François Marie est connecté, mais on avait pas mal échangé il y a quelques temps là-dessus et ce serait bien qu'on se refasse une journée ensemble. Alors nous, en fait, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Visio. On travaille beaucoup le design. Hein, c'est vraiment un aspect extrêmement important de l'approche dunkerquoise, on va dire. Il y a l'outil ToileMaker qu'on utilise actuellement vraiment pour la question de l'eau. Et ça avance bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des représentations systémiques avec des éléments dynamiques et petit à petit hiérarchiser l'information. Mais sur les outils, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein.
je pense qu'il y a des partenariats à mettre en place, peut-être avec des startups, avec des entreprises, peut-être initiaux ou d'autres. Nous, petit à petit, on crée aussi de nouveaux partenariats. Actuellement, on discute beaucoup avec entreprises et territoires pour la structuration des bases de données entreprises. Et eux sont très, très intéressés par cette question des flux. Bon, c'est vraiment une question qu'on se pose en ce moment, c'est de savoir comment on peut être accompagné par justement des structures qui sont un peu plus spécialisées dans l'informatique pour créer des outils, sachant que le concept d'étoile est né des agences d'urbanisme, mais on voit qu'aujourd'hui, on a une espèce de plafond de verre technologique qui nous impose de travailler avec des partenaires plus spécialisés. Donc, je pense que ce sera un sujet de discussion pour les années à venir ou les mois qui viennent entre les agences d'Urba pour voir comment on peut aller plus loin dans ce domaine. Merci beaucoup. On a une autre question. Alors, je crois qu'on a peut-être même une intervention. J'ai une question. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Thomas Robichon. Donc, moi, j'anime l'association des entreprises alimentaires Champagne-Ardenne. Alors, merci de l'invitation. On a créé, nous, il y a 2 ans, on a répertorié nos entreprises alimentaires Champagne-Ardenne et même Grand Est, je dirais, avec tous les Lorrains et les Alsaciens. Ça s'appelle Sèvres et le Grand Est. Et alors, c'est vrai que ce que vous montrez, c'est intéressant. Alors, plutôt pour tout ce qui est circuit court. Moi, j'avais 2 sortes de questions. La première, j'ai l'impression que ça sert surtout à bien connaître les acteurs. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, on s'intéresse plus à mieux connaître, parce qu'on connaît très bien la grande distribution aujourd'hui, les magasins spécialisés. Disons, la restauration collective. Il y a des gros acteurs en Champagne et Ardennes. Donc, ça, c'est une première chose. Et également aux fournisseurs. Je m'intéresse assez aux fournisseurs de l'agroalimentaire. Donc, c'est vrai ce que vous avez fait pour le Champagne, finalement. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à trouver des fournisseurs de l'alimentaire, je dirais transversaux, hein, du genre cartonnage, emballage, etc., dans notre territoire, pour les rapprocher de nos entreprises, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de mieux connaître le tissu. Alors, est-ce qu'il y a besoin de la toile ou pas? Ça, je ne sais pas trop. Et ensuite, ma deuxième question, c'était finalement... Est-ce qu'on va pouvoir créer des commandes avec ces outils-là pour commander donc vers des producteurs ou des transformateurs de produits? Alors, je crois qu'on a Jean-François qui veut réagir. Je vois une main levée. Donc, je ne sais pas si c'est pour cette question. Ou... Oui, mais je vous laissais quand même la priorité pour réagir. Allez-y. Non, c'était juste pour préciser en réponse à la question de M. Robichon, hein, que justement, nous, on travaillait actuellement sur 2 toiles de la transition agricole et agroalimentaire, donc dans les Hauts-de-France, hein, plus précisément sur la Flandre, au nord de la métropole lilloise. Et donc, dans le cadre de ces toiles-là, donc on n'est pas dans le PAT, on est au-delà. On regarde toutes les filières amont et les filières aval de l'agroalimentaire, et ça va jusqu'aux fournisseurs aux entreprises qui vont produire du matériel agricole, etc. Et puis on va jusqu'aux estaminets, etc. pour la distribution. Donc effectivement, c'est possible, ça marche, et nous, ça nous permet, ça va se traduire très concrètement sur notre territoire par la mise en place d'un espace d'excellence agroalimentaire qui va permettre aux acteurs de se réunir autour d'un support commun. C'est-à-dire que cette toile, elle va être reproduite en très grand peut-être sous forme numérique, on verra, hein, mais il y a un projet d'espace, de lieu totem en fait, autour de l'agroalimentaire, où les grands de l'agroalimentaire, donc on a du Bonduelle, de l'Acre, etc., qui sont très présents chez nous, vont pouvoir travailler ensemble avec les entreprises de plus petite taille, les PME, les entreprises individuelles, les startups, etc. Et c'est autour de cette représentation, hein, j'insiste sur la notion de représentation, hein, c'est autour de cette représentation de l'écosystème que tous ces acteurs vont pouvoir voir quelle est leur place
dans ce système parfois un petit peu complexe, hein, qui peut faire peur, hein, comme le disait Jérôme tout à l'heure, et établir des relations de synergie, trouver des solutions pour le recrutement, trouver des solutions pour l'énergie, etc., etc. Voilà, donc effectivement, l'outil est très, très adapté pour ça. Merci beaucoup. On a une autre question qui apparaît dans le chat. C'est est-ce que la démarche donc, de la toile, mais au-delà, donc avec tout ce qui a été initié, a initié des dialogues ou coopérations nouvelles entre les EPCI membres et les EPCI voisins? Alors là, je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir répondre. Je vais peut-être commencer. Parce que ça me fait sourire. Sur le champagne. Alors, pour préciser, moi, j'ai le mauvais goût de ne pas être originaire du territoire. Je ne viens pas du tout du territoire, je suis tourangeau d'origine. Et quand je suis arrivé il y a 4 ans sur le territoire, on m'a dit, tu vas voir, le Champagne, c'est compliqué, puisque Reims, capitale du Champagne, et Épernay, capitale du Champagne, bon, c'est compliqué. Et puis en réalité, on n'a pas du tout eu cette difficulté-là pour la mise en place de la toile. Mais en fait, j'allais dire, c'est même pas lié à nous du tout. Hein. C'est intrinsèque, c'est induit par la démarche de la toile. C'est qu'en fait, la toile ne va pas servir vous avez certainement compris, ne va pas servir des intérêts individuels, mais des intérêts collectifs. Si la toile de Champagne, qui est pour l'instant orientée sur les marchés de débouchés, à un moment donné, part sur les approvisionnements et toutes ces difficultés vis-à-vis des engrais, je veux dire, ce problème-là, il concerne collectivement tout le monde. Ce n'est pas un problème plus particulier sur le Grand Reims et tout le monde a intérêt à travailler là-dessus. Donc nous, ça s'est fait naturellement. Et oui, autour de la table, vous avez des territoires et des intercommunalités dont on avait dit au départ, bah, tu vas voir, ça va être compliqué de travailler collectivement, alors qu'en fait, dans ce type de démarche collective-là, où on porte un intérêt intrinsèquement collectif, non, on n'a pas eu de difficulté. Donc oui, ça a permis je ne sais pas si ça a permis des coopérations nouvelles, mais en tout cas, ça s'est fait naturellement, en tout cas, très naturellement chez nous, en tout cas. Contrairement à ce qu'on nous a pu nous dire au départ. Pour les autres toiles, Alice, je ne sais pas si… Alors, nous, on a essayé au travers d'une structure qui s'appelle le pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine, qui rassemble 8 EPCI, notamment autour du Havre, de voir si cette démarche toile pouvait entraîner des synergies communes. Et en fait, ce qu'il est apparu, c'est que vu que les politiques agricoles et alimentaires n'étaient pas forcément traitées de la même manière, voire traitées au sein des collectivités, et que ça demande une ressource humaine importante quand même pour animer la démarche, aller à la rencontre des acteurs, on n'a pas pu, au moment de la toile alimentaire, on n'a pas pu, j'allais dire, entraîner de synergie aux EPCI voisines. Alors maintenant que les PAT j'allais presque dire se généralisent, hein, il y a de plus en plus de PCI et d'autres territoires administratifs qui se lancent dans des PAT, peut-être que ce serait plus opportun de relancer cette initiative maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, ça a été difficile du fait de l'hétérogénéité des démarches entreprises sur les territoires et des ressources humaines de chacune. Merci Alix pour cette réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions, interventions sur les présentations qu'on a pu avoir ou même sur peut-être, comme le disait Jérôme, vous maintenant vous voyez à peu près l'outil toile, est-ce que vous voyez dans quel contexte il peut être utilisé, peut-être plus précisément, ou des retours d'expérience, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas le cas, on pourra libérer tout le monde. Oui, c'est ça. On avance. Alors, pour le moment, dans le chat, on n'a pas d'autres interventions. Je laisse quand même 1 ou 2 minutes au cas où. Bon, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions qui nous ont été posées. On tenait à tous vous remercier déjà pour votre participation, notamment l'Agence du Havre pour cette intervention sur la toile alimentaire et l'Agence de Dunkerque nous avoir aussi apporté quelques éclairages aussi sur les toiles de manière générale, que ce soit sur la méthode comme sur… Ah, on a une question. Donc, pourriez-vous citer des exemples de synergie optimisation de filières qui ont découlé du travail sur les toiles alimentaires?
Je réponds ou... Bah, allez-y. Nous, on peut L'idée, pas, c'est d'échanger. nous, on donc, risque pas, on n'a pas encore mis en place. Je suis très heureux de voir que l'ADEME est dans le tour de table ce matin parce que c'est un partenaire exceptionnel. On travaille avec eux depuis 2017 sur la toile énergétique. Là, aujourd'hui, on travaille quasiment sur toutes les toiles avec l'ADEME. Donc, j'en profite pour les saluer et les remercier pour vraiment leur soutien, hein, soutien financier, soutien technique, etc. Alors, des exemples de synergie, oui, on en a beaucoup. Alors, sur la question alimentaire, on est encore un petit peu au début, mais je dirais plus largement sur la question de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous, on est en train de mettre en place des relations de synergie dans le domaine du lin. On a travaillé sur la bière et donc en matière brassicole, ça peut. Alors, on a la mise en perspective d'une éventuelle future cité de la bière. Hein, on est au tout début de la démarche, mais c'est un exemple très concret de ce que peut apporter une toile. C'est-à-dire qu'en représentant un écosystème, on peut représenter aussi un levier d'excellence territoriale, ce qui peut permettre de positionner un territoire sur des grands appels d'offres ou des grands API ou des appels à projets, etc. Donc, on l'utilise de plus en plus pour les appels à projets. Appel à projets territoire d'innovation, que l'ADEME connaît très bien. Nous, c'est vraiment les toiles qui se sont situées, qui se sont positionnées au cœur de cet appel à projet en générant des synergies très, très fortes entre les acteurs. Et puis, juste pour terminer, les principales synergies qui ont été générées par les démarches de toile chez nous aujourd'hui sont aussi des synergies en matière d'écologie industrielle et d'économie circulaire. Là aussi, un sujet que l'ADEME connaît bien, c'est-à-dire que là aussi, très concrètement, on va intervenir en amont des projets. En représentant l'écosystème global, on voit quelles sont les synergies possibles. Ensuite, on va pouvoir travailler avec soit des bureaux d'études spécialisés ou différents organismes comme le SOFIES pour voir concrètement quels sont les business models qui pourraient être montés entre différents industriels, voire même avec des équipements publics. Et ensuite, ce sont vraiment des organismes spécialisés qui vont prendre le relais. Mais sur l'ensemble du processus, ce sont les toiles mises en place par les agences d'urbanisme qui vont accompagner et qui vont servir de facilitateurs et d'accélérateurs de projets. Merci. Voilà pour les exemples dunkerquois. Alix, du coup, je ne sais pas si tu voulais apporter également des exemples. Alors, sur le territoire du Havre, ça a plus été un facilitateur dans la restauration collective, puisque l'identification des différents producteurs a permis de mieux orienter les commandes publiques pour, j'allais dire, voilà, faciliter la production locale et la vente directe entre les cuisines centrales et les producteurs locaux. Donc, c'est dans ce sens-là que ça a été beaucoup utilisé. Et ce qui a pas mal marché aussi, c'est la représentation cartographique des différents systèmes alimentaires locaux, a permis de sensibiliser d'autres acteurs du territoire. On avait par exemple un centre de formation au métier de bouche qui s'est rendu compte qu'en fait, au travers de l'animation de la toile, leurs pommes venaient d'Afrique du Sud. Donc, quand on est un territoire normand, ça peut paraître un petit peu étonnant que des pommes utilisées dans la formation métier de bouche viennent d'Afrique du Sud, alors qu'on est presque un territoire voilà, de verger par excellence. Donc, ce genre de représentation marque les esprits et les acteurs et leur font comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités locales qui ne sont pas forcément plus chères ou plus complexes à mettre en place. Et donc, ensuite, j'allais dire de même, il y a une espèce de retour vers le territoire ou un regard nouveau qui se porte sur le territoire et qui vont aussi engendrer un certain nombre d'initiatives
privée, au-delà de celle que peut porter la collectivité, notamment auprès de la restauration collective. Merci beaucoup. On a ensuite une autre question qui est, je pense, du coup, très générale, c'est comment construire une bonne toile alimentaire et comment se poser les bonnes questions. Je vais peut-être essayer de répondre là-dessus. Alors, comment construire une bonne toile alimentaire, une bonne toile de manière générale? Alors, il y a l'AGUR, avec le soutien de l'ADEME, a sorti un livre blanc qui donne justement les facteurs clés de succès, les bonnes questions à se poser pour construire une toile. Donc, on va faire une synthèse maintenant, même si je l'ai lu entièrement, c'est presque mon livre de chevet. Mais j'aurais envie de dire, en fait, là-dessus, il y a se poser les bonnes questions. En fait, la démarche toile nous permet forcément de nous poser les bonnes questions, ou du moins de les réajuster. Je m'explique. Au départ, on va se poser des questions. On va se dire, bah, c'est ça qui est important, c'est ça que je dois aller mesurer, c'est comme ça qu'il faut le faire. Quand on va commencer à construire, notamment avec cette phase de test que je vous citais, ben on va s'en apercevoir si c'était la bonne question, si c'était comme ça qu'il fallait faire, et peut-être qu'on va avoir à parler des questions auxquelles on n'avait même pas pensé au départ. En fait, le fait de construire collectivement l'outil et de dévoiler au fur et à mesure l'étoile va nous orienter, au fur et à mesure sur les bonnes questions. Et je rajouterai une chose, la toile, ce n'est pas une démarche où on connaît tous les études. Vous savez, vous prenez la demande, on vient chercher la demande, on dit de quoi vous avez besoin, etc. Et puis, on va repartir. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet tunnel. On repart avec ça sous le bras, on vient vous voir 6 mois, 1 an plus tard, on vous a fait le truc, et puis on vous le présente. Et là, on s'aperçoit, ah ben non, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais exprimer comme ça, vous y avez bien répondu, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Ça ne me sert pas vraiment. C'est dommage, d'ailleurs, vous l'auriez fait un tout petit peu comme ça, c'était mieux. Mais en fait, le fait de le faire de façon itérative, de se voir régulièrement, de construire collectivement, nous exempte, nous permet de nous protéger par rapport à ce type de problème. Et je finirai juste avec une chose. Moi, j'allais dire, une toile, si on attend de construire une toile en étant sûr qu'on a, c'est sûr, on a listé toutes les bonnes questions, en fait, on ne la fera jamais parce qu'on les aura jamais. Et c'est sûr, on va se tromper. Il y a des questions, on va se poser, ce n'était pas les bonnes et on va changer. Mais c'est assumé dans la méthodologie, c'est complètement intégré. Oui, on va se tromper et puis on va changer, on va construire collectivement. Voilà comment j'essaierai de résumer la façon de construire une bonne toile, à mon sens en tout cas. Et pour le lien vers le livre blanc, oui, alors là, je ne sais pas, je vais peut-être plutôt m'adresser à l'AGUR. Je crois qu'il y a je sais que c'est distribué quand on fait des formations, nous, à laquelle il faut que je m'inscrive, mais je ne sais pas s'il y a un lien pour le… Non, je crois qu'il n'y a pas de lien pour le télécharger, le livre blanc aujourd'hui. Alors actuellement, il n'y a pas de lien pour le télécharger parce que c'est plutôt, justement, ce n'est pas open bar. On tient à protéger aussi un peu le savoir-faire agence d'urbanisme. Je vous cache pas que il y a pas mal de bureaux d'études qui surveillent ce que font les agents d'urbanisme et qui aimeraient bien un petit peu les doubler sur ces questions. Donc, alors, nous, on va proposer bientôt une formation FNO. Donc, sur une journée, vous serez plongé dans les toiles et on va vraiment décortiquer la méthode, répondre en direct à toutes les questions, se mettre en situation de réel. Hein. Là, maintenant, on a vraiment du recul. On est à 25 toiles sur le Dunkerquois, plus les 60 qui sont en cours dans toute la France. Donc, on a vraiment une matière pour entraîner toutes les agences. En parallèle, c'est vrai que nous, on peut vous envoyer le livre blanc sans problème. Ce qu'il faudrait, c'est que vous nous envoyiez peut-être un petit mail et puis on vous envoie un lien ou bien un lien de téléchargement. Hein, ce sera plus simple. Et ça nous permettrait aussi de faire remonter auprès de nos partenaires que sont l'ADEME et la Fondation GRDF les besoins en termes de toiles alimentaires et de toiles agricoles et agroéconomiques. Parce qu'on travaille aussi avec la Fondation qui nous aide justement aussi à diffuser ces informations, à accompagner de façon la plus professionnelle possible les différentes agences d'urbanisme qui veulent se lancer. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer une demande et puis on vous enverra toutes
tous les supports intéressants. Merci beaucoup. Et donc, on a une question sur la formation. C'est est-ce qu'elle est destinée uniquement aux agences d'urbanisme? J'imagine que oui. Pour l'instant, oui. Oui, c'est une formation FNO. Oui, agence d'urbain. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pareil, je vais attendre quelques minutes, voir dans le chat si on a des questions qui apparaissent. Sinon, n'hésitez pas aussi à Je voudrais juste revenir sur ce que je n'ai pas dit sur la question de Sophie Brasseur qui demandait, du Pays Rotellois, qui demandait, mais c'est quoi les bonnes questions à se poser pour faire une toile? Déjà, il y a une question en amont qu'on n'a même pas abordée. Ça me vient à l'esprit parce que Jean-François parlait de bureau d'études et moi, j'étais auparavant en bureau d'études. Mais déjà, la première question, c'est de se dire, mais est-ce que c'est une toile? Est-ce que c'est l'outil toile qui est utile? Sachant que l'agence d'urbanisme n'ont pas vocation à vendre des toiles pour vendre des toiles. On ne va le faire que si c'est la toile qui est le bon outil et en plus si ça sert à quelque chose. Mais la première question, c'est de se dire, est-ce que c'est une toile en fonction de ce que vous voulez faire, de ce dont vous avez besoin au quotidien? Est-ce que c'est vraiment la toile qui est bon? Ça me fait penser à ça parce que Jean-François parlait de bureau d'études. Moi, j'étais auparavant en bureau d'études. C'est une phrase que j'aurais jamais imaginé de prononcer, dire ah ben non, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais c'est la première question déjà à se poser. Voilà. Je vois que Alix lève la main. Oui, peut-être pour compléter, effectivement, en fait, la bonne toile, c'est celle qui va d'abord répondre à une question. Je pense que c'est une problématique constatée sur un territoire qui va entraîner la création de l'outil, si c'est cet outil-là qui va pouvoir faciliter les réponses à apporter à cette question, mais pas l'inverse. Et je pense que ça a été répété plusieurs fois, il ne faut pas créer un outil toile pour répondre à une question, mais ça vient comme réponse à un besoin. Et donc, du coup, il n'y a pas les bonnes questions, elles vont venir une fois qu'on saura que l'outil toile est l'outil adéquat pour répondre au besoin initial. Donc, je pense comme vous l'avez répété, il ne faut pas créer une toile pour créer une toile. Et sinon, on tombe dans des écueils où on a un très bel outil, mais qui ne sert pas concrètement le territoire à faire émerger des actions, à accompagner des porteurs de projets ou les politiques publiques. De toute façon, une toile qui ne servirait faire une toile pour faire une toile, en fait, elle ne va pas durer très longtemps, à mon sens. Je le vois sur le Champagne, en tout cas, pour une raison toute bête, c'est que dans la construction d'une toile, vous allez avoir des données qui sont publiques, on peut trouver dans les bases de données, etc., mais aussi des données mais surtout des données qu'on va aller récupérer, qui ne sont pas publiques et qu'on va aller récupérer auprès des acteurs, des entreprises, etc. Si la toile ne sert à rien et qu'elle n'est pas utile, notamment pour la profession, les informations, on n'aura pas ces informations-là. Moi, je le vois bien sur le Champagne. La première question qu'on me pose, c'est à quoi ça va me servir, moi, concrètement? Moi, au sein de ma profession, à quoi ça va me servir? L'entreprise peut faire l'effort, entre guillemets, de se projeter collectivement sur l'ensemble de la profession, mais il faut à minima apporter une réponse là-dessus. Sinon, vous partez avec rien et la toile meurt d'elle-même. Donc, de toute façon, il faut que ça... L'utilité est là aussi intrinsèque à la méthode et intrinsèque à l'outil. Voilà. Pas d'autres questions. Je ne vois pas apparaître d'autres questions, mais si quelqu'un veut intervenir... C'est normal, on approche de midi, généralement. Ouais. Les ventres ont faim. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, il nous reste juste à vous remercier en tout cas pour votre participation, pour vos présentations également, notamment l'agence du Havre. Et du coup, vous souhaitez une bonne affaire à suivre de notre côté. Voilà, affaire à suivre de notre côté. N'hésitez pas à nous contacter si besoin individuellement. Et tous les supports donc, qui ont été présentés aujourd'hui seront disponibles sur notre site internet ldrr.fr. Et puis, si vous souhaitez récupérer le replay, je vous avais mis, je crois, le mail de ma collègue qui pourra vous le transmettre. Je le remets au cas où il ne serait pas passé. Et sinon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci encore.